Le crâne de tout le monde est emprisonné avec un monstre ancien. Il n'a aucun intérêt pour les lois de la survie et son seul appétit est un pur bonheur. En 1953, le psychologue Holt a accidentellement trouvé la clé pour le réveiller. En raison d'une légère erreur, il a mal aligné le choc électrique qui aurait dû être implanté dans le tronc cérébral vers la zone centrale de l'armoire du cerveau du rat. Après le début de l'expérience, une scène étrange s'est produite. Lorsque Holt a appuyé sur le bouton pour donner au rat un faible choc électrique, il se trouvait dans un coin du banc de laboratoire. Après cela, le rat est devenu obsédé et y est retourné à plusieurs reprises, comme s'il attendait quelque chose. Holt était parfaitement conscient qu'il aurait pu toucher accidentellement un interrupteur qui pourrait créer des récompenses directement dans sa tête. Il a rapidement amélioré l'expérience et a installé un levier dans une boîte, ce qui a déclenché un autochoc tant que le rat l'a pressé. En conséquence, l'un des toxicomanes les plus tragiques de l'histoire de la science est né. Le rat est devenu complètement fou, il a pressé le levier sauvagement à une fréquence de milliers de fois par heure, et il a abandonné la nourriture. Ignorant le sommeil, j'étais même prêt à traverser la grille avec l'électricité, juste pour échanger contre l'orgasme dans la tête encore et encore. Il est devenu prisonnier qui a pris l'initiative de mourir pour le bonheur et qui mourrait immédiatement dans une autostimulation sans fin s'il n'avait aucune interférence. Ce que Holt a découvert, c'est la récompense du cerveau, Zhongshu, qui a prouvé de manière presque cruelle qu'une fois que cette poursuite la plus primitive de pur bonheur est éveillée, notre instinct pour survivre sera abandonné. Cette rébellion qui a eu lieu dans la cage en fer n'a pas été isolée. Des années plus tard, le psychiatre américain cite à implanter un choc électrique dans le cerveau d'un patient humain. Le nom de code B19 du patient a signalé une extasie sans précédent après avoir obtenu le bouton et a protesté de manière féroce lorsque le stimulus a été terminé, le suppliant de revenir le frapper à nouveau. Ce bouton heureux qui peut faire mourir la créature avant qu'il ne s'arrête. Au début, tous les indices indiquaient la dopamine. Qu'il s'agisse d'autochocage chez la souris ou de médicaments addictifs tels que l'opium, il est réalisé en libérant de la dopamine en grande quantité dans des récompenses telles que le noyau Accumbens. Pendant un certain temps, la dopamine a été couronnée une molécule heureuse, et la dépendance semblait être la poursuite du plaisir et de la cupidité qui la créée. Cependant, en 1997, Schultz a accidentellement découvert l'arnaque lorsqu'il a pointé le choc électrique sur le cerveau du singe. Dans une expérience où les lumières sont allumées, il a découvert que lorsque le singe a accidentellement goûté le jus, ses neurones dopaminés sont déchargés avec enthousiasme. Mais lorsque le singe s'est habitué au schéma et a en fait bu le jus, les neurones dopaminés sont devenus silencieux. Au lieu de cela, la dopamine monte en avance avant le calendrier lorsque la lumière qui prédit la lumière de récompense s'allume. Si le jus attendu n'apparaît pas après la lumière, le niveau de la dopamine tombera instantanément au fond, comme s'il exprimant une déception neuronale. Schultz s'est rendu compte que la dopamine n'est pas le bonheur lui-même, mais la langue sur le bonheur, et il code les prédictions de récompense. Lorsque la réalité dépasse les attentes, il libère violemment, nous poussant à apprendre à retrouver cette surprise. Et lorsque la réalité est plus faible que prévu, il nous punit par silence. Ce n'est pas une personne qui veut être consciente de ses idées, mais un enseignant strict. Sa mission est de s'assurer que nous apprenons à survivre le plus efficacement, plutôt qu'à nous plonger dans le plaisir lui-même. Un autre scientifique, Berich, a révélé un autre complice de la rébellion. Le système de récompense du cerveau contient deux parties distinctes de goût et de désir. La dopamine est le carburant que vous voulez, mais de véritables goûts de plaisir sont plus liés aux opioïdes tels que les endorphines. Cela signifie que le cœur de la dépendance est une séparation maligne de votre préféré. Lorsque le médicament stimule à plusieurs reprises le cerveau, le système de dopamine devient anormalement accro, amplifiant le désir d'un niveau pathologique. Cependant, le système du cerveau deviendra progressivement engourdi, ce qui rend le plaisir apporté par la même dose de médicaments plus faible et plus faible. Ainsi, le toxicomane tombe dans un terrible paradoxe, et il vole ces choses frénétiquement, même s'il ne peut plus apporter beaucoup. Ce qu'ils poursuivent n'est plus le bonheur, mais un fantôme de désir insatiable basé à la dopamine. Par conséquent, la dépendance n'est pas un simple tyran de plaisir, mais un instigateur de calcul. Il a détourné le plus ancien mécanisme d'apprentissage de notre cerveau et a mis les individus dans un cycle de renforcement inextricable. Et le champ de bataille de cette rébellion se propage depuis longtemps de la drogue à tous les coins de nos vies. Les machines à sous-version utilisent des récompenses incertaines, ce qui nous rend incapables de nous sortir de l'espoir de la prochaine fois. Et sur nos téléphones mobiles, chaque fois que nous aimons et chaque fois que nous naviguons sur l'écran, c'est une injection de dopamine micro-entérine. Il nous attache fermement à l'écran, nous piégeant dans la boucle infinie que nous voulons, mais expérimentant rarement un véritable amour et satisfaction. Étant donné que la dépendance est une rébellion motivée par les mécanismes du cerveau, y a-t-il une possibilité d'évasion? En 1981, une expérience d'Alexandre a apporté de la lumière à cela. Il croyait que l'environnement expérimental précédent était une torture elle-même, alors il a construit un paradis de souris.
Le parc a des copeaux de bois chaud, des jouets colorés, des compagnons ludiques et beaucoup de nourriture. Il a ensuite offert aux souris 2 options, de l'eau pure et de l'eau de sucre mélangée à la morphine. Contrairement à la souris avec des moteurs volontaires, il a obtenu le résultat inverse. Les souris vivant au paradis ont peu d'intérêt pour l'eau de morphine, et ils préfèrent la socialisation, les jeux et l'exploration. Et quand Alexander a déplacé les rats qui étaient dépendants du cheval volant dans la cage en fer dans le paradis. La plupart d'entre eux ont également progressivement abandonné la morphine et se sont tournés vers la vie normale. De plus, l'enquête sur les soldats de la guerre du Vietnam a également fourni des faits similaires. Dans l'environnement à haute pression et au milieu du champ de bataille du Vietnam, près de 20% des soldats américains ont été infectés par l'héroïne. Cependant, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, plus de 90% des personnes s'abstiennent naturellement de la dépendance sans recevoir un traitement systématique. Cela signifie que la dépendance est étroitement liée à l'environnement, à la connexion sociale et à la question de savoir si la vie est significative. Plusieurs fois, la dépendance est un symptôme, c'est un cri, et il y a de la solitude, un traumatisme ou un désespoir caché derrière. Lorsque la vraie vie est pleine de douleur et d'inconscience, le cerveau recherchera instinctivement toute alternative qui peut fournir une alternative invisible pour terre. Si chimique ou comportementale. Cependant, nos récits contemporains l'oublient souvent sélectivement. Nous sommes obsédés par la parole des étapes de la dopamine, de l'exercice de volonté, de l'autodiscipline efficace et même de nos espoirs ultimes sur les médicaments et une chirurgie cérébrale encore plus précise. Tout cela a intelligemment repoussé le blâme complètement à l'individu en difficulté dans la cage, comme si la dépendance n'était qu'un dysfonctionnement du cerveau personnel. Il s'agit d'une dépendance plus cachée en soi. Nous sommes accros aux solutions personnelles car elles promettent un avenir simple et contrôlable qui nous permet d'ignorer ce problème plus grave. Dans quelle mesure se trouve la société moderne que nous vivons dans une énorme boîte Skinner bien décorée? Lorsqu'une communauté stable s'effondre, lorsque le sens du travail est aliéné, lorsque le consumérisme crée des désirs indésirables. Sommes-nous tous devenus des souris emprisonnées seules dans des cages à des degrés divers? Notre véritable lutte avec le désir peut être non seulement chez l'individu, mais aussi dans le monde que nous vivons ensemble. Les prisonniers qui libèrent le bonheur ne comptent pas finalement sur des médicaments plus efficaces ou une volonté plus difficile. Mais une question sociale plus profonde. Comment pouvons-nous arrêter de construire ces cages invisibles? Reconstruisez un paradis humain l'un pour l'autre qui peut accueillir l'amour et nourrir le sens. Merci d'avoir regardé.